Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme d'Infine pour le dernier événement de cette première édition du Forum international du numérique pour l'éducation. Ce matin, pendant 1 heure et demie, vous allez assister au Démo Day de Startinov Studio. On va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste tout à l'heure et vous allez avoir la chance d'avoir une intervention de Marie-Christine Levé du fonds d'investissement EduCapital qui va vous présenter les tendances de marché tech. Et ensuite, vous allez pouvoir assister à 7 pitchs de startups qui ont été accompagnés par notre écosystème régional de l'innovation pendant 6 mois et qui vont donc vous faire une présentation de l'état d'avancement de leur innovation numérique pour l'éducation et la formation. Avant de démarrer officiellement ce démo day qui durera jusqu'à 11h30, on va tout d'abord donner la parole aux partenaires du programme sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Un événement qui est organisé par le ESPN et pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ce programme, je donne tout de suite la parole à Lisa Harel, la directrice du ESPN, qui est à mes côtés. Bonjour à tous, merci Fabien. Donc le SPN, c'est le réseau des professionnels du numérique et depuis 2016 et notre intégration dans le réseau thématique French Tech, EdTech et Entertainment, on a développé une expertise et une offre de services autour du numérique pour l'éducation et la formation. C'est ce qui nous a amené à créer le premier accélérateur de start-up EdTech qui est devenu aujourd'hui Startinov Studio. Un programme dont l'objectif est d'accompagner pendant 6 mois les porteurs de projets, les amener à valider le besoin, valider la faisabilité technologique de leur solution et surtout challenger leurs idées, faire la preuve du concept et trouver le product market fit. Ce qui va distinguer le Startinov Studio d'un programme d'accélération traditionnel, c'est bien les résidences avec des experts de l'écosystème de référence qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire et les mises en relation du mentorat notamment, toujours avec ces mêmes experts. Nous en sommes à la 3e saison de Startinov Studio. C'est 86 candidatures qu'on a reçues de France entière, 21 projets qui ont été accompagnés et aujourd'hui 17 entreprises qui sont toujours en activité, qui ont créé une 40aine d'emplois et qui ont levé un peu plus d'1,5 million en investissement, principalement auprès d'investisseurs et partenaires régionaux de l'innovation, donc régionaux en Nouvelle-Aquitaine. Une des réussites de ce programme-là, c'est qu'aussi les startups qui passent par le programme Startinov Studio continuent d'être accompagnées par l'écosystème néo-aquitain, beaucoup de technopoles, alors Grand Poitiers, Niort Aglo, bientôt Technopole, la Technopole Eurekatech de Grand Angoulême, la Technopole de La Rochelle, l'incubateur de Charente-Maritime, et plusieurs sont implantés dans le tiers-lieu Cobalt que le SPN gère à Poitiers. Autour de Startinov, on a développé un programme d'action autour de 3 axes. Le premier étant de permettre aux entreprises de la filière numérique d'identifier les clés d'entrée des marchés des EdTech, connaître les technos, les process. Aujourd'hui, c'est une 30aine d'entreprises de notre réseau qui sont spécialisées sur ces marchés. Le deuxième axe, c'est l'animation de la communauté des entreprises et des startups tech à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a cartographié 152 acteurs professionnels, qui interagissent sur le marché de l'éducation et de la formation par le numérique. Et puis, un troisième volet qui consiste à aider les organismes de formation, les entreprises ou les établissements dans leurs projets de digitalisation ou de transformation pédagogique. Cette expérience, elle nous a permis d'identifier deux faiblesses, de difficultés que rencontrent les startups de la EdTech. La première, c'est la sous-capitalisation des startups en phase de pré-amorçage. Et puis, la difficulté d'accéder au marché sans avoir validé les bénéfices pédagogiques aux apprenants en testant la solution. Et donc, c'est ce qui nous a permis de créer le programme EdLab avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème néo-aquitain, un programme d'expérimentation
qui est dans une suite logique du programme Startinov. Avant de m'arrêter, je vais remercier très sincèrement nos partenaires. D'abord, Grand Poitiers, qui nous soutient depuis le départ sur ce sujet-là, et notamment dans le positionnement national du SPN sur ce domaine d'excellence de la EdTech. Et puis, bien sûr, je vais remercier la Maïf, la Banque Populaire Val-de-France et Orange. Vous pourrez retrouver aussi des expertises de ces partenaires-là sur la lettre de veille, la Smart Fiction EdTech que nous avons le plaisir d'éditer et que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais remercier aussi Béranger Billerot du Maïf Startup Club et Stéphane Troma, qui est dirigeant de la société Scube, qui ont été les entrepreneurs en résidence et qui ont accompagné sur les saisons 2 et 3, les startups du programme Startinov Studio pour les aider à progresser. Et puis, je vais remercier Fabien et Rita Germani qui ont conçu ces programmes d'accompagnement, qui ont mobilisé les réseaux locaux, régionaux et nationaux pour apporter toute la valeur de ce programme-là et en faire un dispositif national de référence. Et puis, je vais vous remercier, vous, pour votre présence aujourd'hui et à l'avenir. Donc, je vais laisser la place au Demo Day et au pitch de Startup bientôt. Merci beaucoup, Lisa. Effectivement, comme tu le disais, ce programme il ne pourrait pas se faire sans nos partenaires. J'excuse d'ailleurs Bastien Bernella, directeur du développement économique de Grand Poitiers, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin. En revanche, on a la chance d'avoir des partenaires qui apportent un accompagnement, une expertise très forte dans le programme et on voulait leur laisser la parole en introduction. Je vais notamment laisser la parole à monsieur Philippe Taurel, qui est responsable des engagements et des actions sociétales pour la Maïf, qui est un partenaire historique maintenant du SPN sur ses actions EdTech. Et donc, monsieur Taurel, vous pouvez revenir sur scène en activant votre caméra. Je vous laisse expliquer et présenter en quoi la Maïf est engagée dans cette filière du numérique pour l'éducation et la formation. Ok, bon, déjà, merci de m'accueillir. Donc, Maïf, déjà, on peut rappeler que de par l'origine de ses fondateurs, qui étaient des instituteurs, a toujours été très connecté, en étroite relation avec le monde de l'éducation, que ce soit à travers son offre de service ou que ce soit, disons, par le biais d'actions sociétales que le groupe met en place afin d'accompagner l'accès à l'éducation au sens large, avec l'éducation nationale ou effectivement avec d'autres types de partenaires. En 2020, la Maïf est devenue l'une des premières grandes entreprises à adopter la qualité d'entreprise à mission. Notre raison d'être est d'apporter une attention sincère à l'autre et au monde. Et pour entériner concrètement ces engagements, nous avons intégré 5 objectifs à nos statuts. Ces objectifs sont orientés vers nos diverses parties prenantes, que ce soit les salariés, les militants du groupe, bien entendu, nos sociétaires et le grand public. Donc la Maïf souhaite contribuer à la construction d'une société plus solidaire à travers toutes ses activités, en soutenant la transition écologique et en promouvant le développement de modèles d'entreprise engagés. On va en avoir quelques-unes autour de la table aujourd'hui dans la recherche d'impact positif. Donc, conformément aux valeurs que nous défendons concrètement, pour nourrir du coup les ambitions de l'entreprise à mission comme la nôtre, nous avons, à force d'expérience, consolidé une conviction autour du numérique. Le numérique qui façonne, nous savons tous, toute notre société, pour nous, doit être un levier en faveur d'un réel mieux commun et toutes les occasions doivent être saisies en ce sens. C'est pour cela que nous nous engageons pour que le numérique soit accessible à tous, au service de la solidarité, que le numérique soit viable, écologiquement sécurisé aussi, c'est important pour un assureur, et au service de l'éducation, il doit aussi alimenter une économie plus responsable. On sait l'impact dans le développement économique du digital, il faut toujours avoir cette dimension d'impact positif en tête. Alors, très concrètement, j'allais dire presque historiquement, pour illustrer un petit peu ce que la Maïf fait aujourd'hui, mais là, je vais m'appuyer sur un exemple très vieux, puisqu'il a 20 ans. On a développé avec un partenaire éditeur scolaire rue des Écoles un site, une plateforme qui s'appelle l'assistance scolaire personnalisée et qui est alimentée continuellement par des enseignants.
alors, je ne sais pas si on parlait déjà d'inclusion numérique ou de EdTech il y a 20 ans. Toujours est-il que cette assistance scolaire personnalisée qui couvre l'intégralité des besoins scolaires de la maternelle au lycée, c'est un réel moyen d'apporter gratuitement une aide scolaire en ligne à tous les enfants, y compris ceux qui rencontrent une difficulté scolaire, hein, qu'elle soit à l'origine une petite défaillance passagère, un handicap ou encore une maladie grave. Et cette assistance scolaire personnalisée, pour voir un petit peu la portée hein, que ça signifie. Hein, et depuis maintenant, on peut faire le calcul de plusieurs millions d'utilisateurs. Là, très concrètement et dans l'actualité, 145 000 personnes se sont inscrites à l'ASP en 2020 dans une situation un peu particulière. Hein. Premier confinement, en 3 mois, on a eu plus de 84 000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme d'assistance scolaire. Sur l'ensemble de 2020, c'est plus de 5,5 millions de sessions. Et au total, on comptabilise 314 000 comptes actifs en 2020. C'est important parce que comme effectivement ce sont des scolaires, voilà, ils arrivent, ils repartent. Donc, on a vraiment nécessité de purger la plateforme et de ne conserver que les comptes actifs. Donc, on observe à peu près ce chiffre chaque année de plus de 300 000 utilisateurs. On accompagne aussi bon nombre des acteurs de la EdTech sur le Numérique Tour fédéré par Maïf. Alors, c'est quoi le Numérique Tour? C'est un dispositif qui est composé de stands, d'animations, d'expériences qui visent à éclairer les usages du numérique des citoyens au cœur des territoires, avec à nos côtés, justement, tant des acteurs nationaux que l'ensemble des acteurs locaux engagés sur le sujet et proposant des solutions très variées. C'est important de faire connaître au public, parce que ce n'est pas si évident que ça, qu'il y a vraiment des solutions sur les territoires et de très belles initiatives. Et c'est un petit peu le sens de ce barnum numérique pour vraiment valoriser et mettre en perspective toute l'offre de services que l'on peut trouver en la matière. Donc, tout cela pour dire qu'être présent à vos côtés lors du Demo Day est donc naturel pour nous, de par nos valeurs, nos visions de la société que nous défendons ensemble, et puis la conviction qu'autour du numérique qui nous inspire, on peut faire mieux ensemble et agir plus efficacement en combinant nos énergies. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tovel, pour ce témoignage. Parmi également les partenaires du ESPN et de ce programme Startinov, nous avons la Banque Populaire Val-de-France, notamment sous la marque Nextinov. Et donc, je vais accueillir maintenant Madame Céline Kaufmann pour Nextinov, Banque Populaire Val-de-France. Bonjour Céline. Bonjour à tous, bonjour Fabien, bonjour à tous. Donc Céline Kaufmann, je suis la responsable de la filière Nextinov de la Banque Populaire Val-de-France. Donc la Banque Populaire Val-de-France est une banque qui a une très très forte culture de l'entrepreneuriat, puisque nous avons été créés par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et donc dans cet état d'esprit-là, nous avons développé il y a quelques années une filière dédiée à l'innovation qui s'appelle donc Nextinov et qui est un dispositif d'accompagnement des entreprises innovantes. Je vais vous partager éventuellement un tout petit document, voilà. Donc, notre filière s'organise autour de 19 référents qui sont répartis sur l'ensemble de notre territoire Val-de-France, qui couvre la région centre, une partie du territoire parisien, les Yvelines, un petit peu des Hauts-de-Seine et l'Essonne, et la Vienne. Et donc, sur la Vienne, nous avons 2 référents qui sont Rémi Durand et Florent Guilbault, que vous avez peut-être du coup rencontrés lors du workshop du 22 juin. Et qui sont donc présents sur l'ensemble du département pour accompagner les projets innovants. Donc, en quoi consiste l'action de Nextinov? Eh bien, elle est double. D'une part, l'objectif consiste à accompagner les startups qui sont déjà en amorçage commercial sur la partie bancaire, d'une part, évidemment, donc toutes les opérations d'investissement, de financement, de haut de bilan, de prêts dédiés aux startups, etc. Mais notre action ne se limite pas uniquement à l'accompagnement bancaire. Nous agissons également sur des thématiques extra-bancaires et l'objectif de notre accompagnement, c'est d'être présent sur l'ensemble des thématiques et de pouvoir aussi faire bénéficier nos startups de notre propre écosystème, de nos partenariats avec de nombreux incubateurs, des pôles de compétitivité, avec des leveurs de fonds, etc. Et puis également nos propres entreprises établies qui parfois sont très intéressées par des solutions innovantes. Et donc, il y a des mises en relation possibles qui peuvent être très bénéfiques pour les parties. Et puis, on étudie également des solutions pour notre propre compte, donc soit des solutions innovantes que l'on pourrait intégrer à nos process internes, soit que nous pourrions intégrer dans nos offres bancaires. Donc, en fait, notre action est très large
et elle n'est pas uniquement sur la partie bancaire au sens propre. Donc, nous sommes en relation avec le SPN depuis plusieurs années, mais c'est la première collaboration à travers ce programme Startinov Studio. Donc, nous sommes vraiment très heureux de cette collaboration, tout simplement parce qu'elle s'inscrit complètement dans nos actions d'accompagnement avec les représentants des territoires et les acteurs de notre écosystème, dont évidemment le SPN fait partie. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je repasse la main à Fabien. Merci beaucoup. Effectivement, on est ravis également de ce partenariat. Et la parole maintenant, pour terminer ce premier tour de table, est à Julien Anselme, qui est directeur innovation Nouvelle-Aquitaine, administrateur également de la French Tech Bordeaux. Et c'est pareil, Orange est un partenaire depuis de longues années maintenant du SPN, membre fondateur également du Club Rencontre, qui est un collège d'adhérents du réseau SPN. Et donc, Julien, on sait que tu œuvres beaucoup pour l'accompagnement des startups et leur éclosion en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est tout naturel pour nous de te donner la parole aujourd'hui pour que tu expliques aussi la philosophie d'Orange par rapport à ce programme. Merci beaucoup Fabien pour ce temps de parole. Où effectivement, Orange est un partenaire depuis le début des tech. Alors, à double titre. D'abord, un titre personnel, parce que moi-même, je suis professeur associé à l'Université de Montaigne et j'ai monté avec Soufiane Rouissi un master qui s'appelle Dispositif numérique éducatif. Donc, j'ai vraiment une fibre très personnelle sur ces sujets-là. Et ensuite, parce qu'Orange décline sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine une politique d'open innovation, de relations avec les startups et les écosystèmes numériques, dont je suis le porteur. À ce titre-là, sur la partie EdTech, c'est certain qu'Orange a deux axes en tête. On réfléchit toujours sur deux choses quand on parle de EdTech. À la fois contribuer d'un côté à l'efficacité des enseignements pédagogiques en ligne, et pour ça, le cœur business d'Orange est intéressant en termes d'infrastructure réseau, sur le déploiement de la fibre ou de la 5G, en termes d'hébergement, sur les notions de scalabilité, de disponibilité des infrastructures. Vous savez, la scalabilité des infrastructures, c'est ce qui vous permet de passer d'un volume moyen de 50 élèves connectés à 5000 quand on a un phénomène de crise. Donc là, toutes les architectures doivent être dimensionnées. Et c'est un sujet aujourd'hui éminemment sensible, on a pu le voir pendant la crise Covid. Et puis aussi une filière d'Orange qui s'appelle Orange Cybersécurité. On sait qu'aujourd'hui, les infrastructures pédagogiques, éducatives, etc., sont la cible d'attaques et de hacking. Et on a d'excellentes solutions pour aider, bien évidemment, d'un point de vue métier, à opérer correctement toutes ces infrastructures EdTech. Et puis, il y a un deuxième axe qui intéresse en particulier Orange, c'est que n'oublions pas qu'on est à peu près 120 000, 130 000 salariés dans le monde et qu'on a une entité chez nous qui s'appelle Orange Campus, qui est dédiée à la formation tout au long de la vie de nos salariés. Que cette filiale d'Orange interne est bien évidemment très en appétence vis-à-vis des solutions de massification de formation et de pédagogie numérique, et qu'à ce titre-là, pour nos besoins propres, on s'intéresse énormément aux solutions EdTech et aux écosystèmes de start-up qui travaillent là-dessus, comme celles que vous proposez sur la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà ce que j'avais à dire sur la partie d'Orange concernant le sujet des EdTech. Et pour finir, j'ai squatté encore 30 secondes de parole pour prendre le temps de remercier personnellement Fabien pour toutes ces actions qu'il a apportées et tout le soutien qu'il nous a apporté sur l'existence de cette filière EdTech en région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, c'est gentil. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail et on a toujours eu le soutien d'Orange, ce qui était très appréciable. Maintenant, sans transition, on va effectivement, si vous pouvez rester sur scène, Marie-Christine, effectivement, on va passer maintenant à la deuxième séquence du programme. Et c'est vrai que j'ai invité Marie-Christine Levet, je la remercie beaucoup de sa présence ce matin, parce que je trouvais que, en lien avec le démo day Startinov Studio et les pitchs de startups qui se lancent sur le marché, que vous allez voir tout à l'heure, c'était intéressant, un an après le démarrage de la crise Covid, de faire un point avec un fonds d'investissement et de comprendre aujourd'hui quel était à la fois l'état du marché et puis aussi, je dirais, l'état d'esprit des investisseurs en ce qui concerne le développement des startups EdTech. Et donc, Marie-Christine Levet, en tant que fondatrice, dirigeante de l'EduCapital, me semblait toute dédiée pour répondre à cette question. Je vais lancer le défi de le faire en 15 minutes maximum. Je sais qu'elle va relever le challenge. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine. Je vous passe la parole et je vous laisse la scène. Bonjour, merci Fabien. Je vous félicite aussi pour tout ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment important d'animer l'écosystème EdTech, sachant que l'EdTech est encore un jeune secteur. Donc, je vais vous partager une petite présentation. Voilà.
Effectivement, l'EdTech a subi un grand boom suite à la crise du confinement. Alors, il faut dire que l'EdTech a une chance incroyable, c'est d'être assis sur un énorme marché, hein, le marché de l'opportunité de digitaliser le marché de l'éducation, qui est un marché de 6 trilliards de dollars dans le monde. Et quand on regarde les différents autres secteurs, on s'aperçoit que l'éducation est un marché encore sous-digitalisé, digitalisé à hauteur de 2,5% contre 20% dans le retail, 50% dans les médias. Donc, le Covid a été une accélération massive pour ce marché de l'EdTech, puisqu'il y a plus de 1,7 milliard d'élèves, de parents, de professeurs qui ont expérimenté des solutions EdTech. Donc, tous les analystes pensent que l'on a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption des usages. Et il y a vraiment une accélération très forte des usages et ce Covid a agi comme un catalyseur. Et le marché de l'EdTech a pris 175 milliards de dollars en 2025. Il est maintenant estimé à 500 milliards. Il était estimé à 325 pré-Covid. Et l'année 2020, alors que quand même la plus grande partie du monde était en confinement, a été une année d'investissement record dans l'EdTech, avec 16 milliards investis dans l'EdTech. Donc, si vous voyez, voilà, donc le marché, on est assis sur un marché d'éducation en croissance et sur un marché de l'EdTech lui aussi en croissance. Et si on voit le marché de l'EdTech, effectivement, c'est un marché assez jeune qui a démarré vraiment dans le monde en 2015. Voilà, donc on peut dire si l'Internet a démarré en 95, voilà, presque 20 ans après le démarrage de l'Internet, mais qui, là, a vraiment une très, très forte accélération. Et cette accélération est vraiment confirmée sur le premier semestre 2021, parce qu'on pense qu'on est déjà à 7 milliards investis dans les tech dans le monde. Alors, si on regarde comment se répartissent ces investissements dans le monde, on voit qu'aujourd'hui, les gros leaders de l'EdTech sont avant tout la Chine. La Chine investit massivement dans l'EdTech, plus de 11 milliards des 16 milliards ont été investis par la Chine. L'Inde est en train d'arriver, est en train de devenir une puissance majeure dans l'EdTech avec l'émergence de licornes. Les États-Unis ont constamment investi dans l'EdTech, alors beaucoup sur l'enseignement supérieur avec les universités américaines qui se sont énormément équipées. Et pour la deuxième fois consécutive, l'Europe arrive sur la scène du marché de l'EdTech avec plus d'1 milliard d'investissement en EdTech. Donc, si on regarde un peu les tendances du marché de l'EdTech, on voit que c'est assez réparti équitablement de la petite enfance jusqu'à l'enseignement, la formation professionnelle, la formation continue, avec des différences selon les pays. La Chine investit massivement dans ce qu'on appelle le K-12, le primaire, collège, lycée, l'éducation de ses enfants. Les États-Unis investissent, l'Inde aussi. Les États-Unis investissent énormément sur le higher ed, tout ce qui est enseignement supérieur. Et on va voir qu'en France, on a investi fortement dans tout ce qui est ce qu'on appelle New Future of Work, la formation professionnelle et la formation continue. Donc, il y a maintenant des licornes dans l'EdTech. Il y a 20 licornes dans l'EdTech. Ces sociétés valorisées plus d'1 milliard. Et vous voyez, le nombre de licornes EdTech est vraiment en croissance très, très forte. Et on estime qu'il y aura 125 licornes en 2025. Donc, on commence à avoir des premières licornes européennes. Kahoot, qui est une société cotée sur la bourse d'Oslo, est une première licorne européenne. Voilà, et on espère en avoir plein d'autres. Donc, voilà, donc un marché en forte expansion avec des valorisations qui se sont vraiment qui ont été très excessivement accélérées par cette crise du Covid, avec Coursera qui s'est introduit en bourse à 6 milliards et qui aujourd'hui, je crois, est valorisé plus de 7 milliards, donc des valorisations assez incroyables pour toutes les sociétés EdTech qui sont mondiales. Si on regarde l'Europe, pour la deuxième fois, l'Europe franchit le seuil des milliards de dollars. Donc, il y a eu des belles levées de fonds en Europe, dont on peut être fier des Françaises, avec Open Classroom, qui a eu une très, très belle levée de fonds, une des plus grosses levées européennes. Nous avons 2 sociétés de notre portefeuille chez Educapital qui ont aussi fait des très belles levées de fonds. Labster, qui est une société danoise dans le laboratoire virtuel pour l'apprentissage des sciences, et Preply, qui est une société entre l'Espagne et l'Ukraine pour une marketplace de cours de langue. Donc, on commence à avoir des grosses levées de fonds. Et c'est vrai, un secteur européen finalement assez bien réparti entre tous les secteurs, du K-12 jusqu'à la formation professionnelle, formation continue. Il est à noter qu'en France, on est particulièrement fort sur formation continue, formation professionnelle, où on a des très belles
sociétés qui commencent à grossir fortement et qui ont été accélérées par la réforme de la formation professionnelle et le CPF. Nous pensons qu'il y a vraiment une opportunité à faire éclore des leaders français, des leaders européens dans ce domaine. Je vous ai donné à peu près 6 sociétés européennes qui commencent vraiment à sortir du lot, hein, donc qui ont aussi bien voilà, des outils pour l'école, des formations en ligne, des outils de peer-to-peer learning, voilà, donc tout, voilà, beaucoup d'outils à destination des professeurs, des élèves pour apprendre différemment. Si on regarde un peu l'impact du Covid sur ce marché de l'EdTech, c'est clair que au départ, en tout cas ça sur la France, hein, c'est vrai que les marchés qui étaient le plus digitalisés étaient tout ce qui était Future of Work, donc formation professionnelle et lifelong learning, formation continue, hein, avec des sociétés comme 360 Learning ou Open Classroom. C'est clair que je pense que le Covid a eu un impact très important sur les autres marchés et on va assister dans les années à venir à une forte digitalisation, je pense, des marchés du K-12 et des marchés du Higher Ed, alors avec des cycles souvent un peu plus longs, hein, parce que souvent dépendant voilà, soit du ministère, soit une complexité administrative française, hein, mais voilà, mais je pense qu'on va assister à voilà, l'éclosion de nouvelles solutions dans ce secteur. Et voilà, quelques chiffres sur la dynamique du marché français. Donc, le marché français il y a eu un bon début d'année en 2021 avec pas mal de belles success stories en France, hein, Open Classroom, Job Teaser, 360 Learning, l'Uni, DigiSchool, voilà, des sociétés qui commencent à émerger dans ce secteur de l'EdTech. Alors, Fabien m'avait demandé, parce qu'en vue du pitch qui va venir de voilà, donner quelques conseils hein, sur la levée de fonds, parce que donc Educapital, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un fonds d'investissement dédié à l'EdTech. Nous sommes vraiment basés sur ce constat que l'EdTech est une industrie en plein essor et qu'il y a l'opportunité de construire des champions français et européens dans ce domaine. Donc, on est un fonds totalement dédié à ce secteur et on couvre le secteur au sens très large du terme, de la petite enfance jusqu'au futur du monde du travail, de la formation professionnelle, la formation continue, en passant par le K-12, l'enseignement supérieur. On investit en France et en Europe. On a un fonds de 50 millions d'euros. On est en fin de vie de notre fonds. On a fini notre fonds 1. On a investi dans 20 sociétés. On s'était lancé en 2017. Et voilà, on vise le lancement d'un fonds successeur, un fonds 2, d'ici la fin de l'année pour continuer à accompagner encore plus des startups de l'EdTech. Alors nous sommes ce qu'on appelle nous avons un focus en série A, donc avec des sociétés qui ont déjà un produit, des clients et de l'usage, mais on peut faire quelques incursions dans le domaine du CID. Alors je vous ai mis quelques conseils voilà, sur la levée de fonds. Donc le premier conseil, c'est l'équipe, c'est vraiment le sujet primordial, hein, que l'équipe soit active, 100% complémentaire. Attention au one-man show, c'est souvent des équipes de plusieurs personnes qui réussissent, même si souvent on n'en voit qu'un sur le devant de la scène. Et nous sommes très attentifs à la complémentarité, idéalement business, tech et éducation. Sur le produit, c'est vrai que la plupart du temps, pour être levé de fonds, il faut avoir un produit déjà existant et déjà commercialisé, hein. Et clairement avec des preuves de concept. Donc les preuves de concept, c'est quoi? Si dans le B2B, c'est des clients, des entreprises, des écoles, des pilotes et des mises à l'échelle. C'est ce qu'on appelle le scaling. C'est aujourd'hui quand même la plus grande difficulté des sociétés EdTech qui s'adressent à l'éducation nationale, c'est de scaler, c'est d'avoir cette fonction des pilotes. Aujourd'hui, voilà, on a un besoin de mise à l'échelle. En B2C, c'est d'avoir des utilisateurs, de l'usage récurrent. Donc, ce que regardent les fonds d'investissement, c'est des métriques d'usage, combien de temps les gens utilisent la solution, tous les combien de temps les professeurs voilà, utilisent cette solution, leurs élèves, l'ARPU, ce qu'on appelle le revenu, le churn, est-ce que les solutions voilà, sont pérennes. Et le business plan, honnêtement, mieux vaut faire des business plans réalistes. Et c'est pas spécialement le business plan qui est regardé en soi, c'est plutôt les hypothèses et les ambitions derrière et la manière dont il est construit.
Alors, quelques conseils également importants de bien connaître sa taille et ses besoins les besoins de son marché. Souvent, des projets sont des trop petits marchés et finalement pour attirer des fonds d'investissement. Bien connaître ses clients et ses utilisateurs. En B2B, souvent les premiers investisseurs sont les premiers clients. Donc, c'est avec vos premiers clients que vous allez pouvoir financer le début de votre startup. Donc, ils sont clés. Bien sûr, connaître ses concurrents, leurs forces, leurs faiblesses et connaître ses métriques. Une petite alerte, lever des fonds prend du temps, avec des VC, ça prend du temps. Et donc, ça peut prendre 6 mois entre la première prise de contact et la levée de fonds. Durant ces 6 mois, le développement de l'entreprise ne sera pas l'enjeu principal. Donc, attention à ne pas se disperser trop, lever trop tôt. Et des fois, voilà. Et avant une levée, je pense que c'est important de rechercher tous les financements possibles, les aides. On a beaucoup d'aides en France. On a la chance d'avoir un pays qui aide beaucoup les startups, les aides publiques, les dettes, les business angels, parce que c'est vrai que la plupart des fonds demanderont des revenus qui oscillent entre 300 000 euros et 1 million d'euros pour investir dans la société. Voilà, donc en un temps record, voilà quelques infos sur le marché de la tech. Voilà, en tout cas, je pense qu'on est au début d'une grande vague sur la tech, d'un marché en plein boom. Et je pense que c'est important d'avoir que l'écosystème fonctionne, de s'entraider, d'avoir des pilotes qui passent à l'échelle et d'avoir le plus de coopération possible entre tous les acteurs. Donc, merci à tous. Merci Fabien de m'avoir donné l'opportunité en ces 15 minutes record de vous donner un peu quelques notions sur le marché de la tech. Bien, défi relevé. Bravo pour avoir relevé ces défis. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant, Marie-Christine. Et je pense que déjà, les 8 startups qui vont se succéder après, les 7, puisque malheureusement, l'entreprise Netiful qui devait intervenir ce matin n'a pas pu être présent. Mais en tous les cas, ça leur donne énormément de tips hyper importants pour leur projet. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Il est temps maintenant, ça y est, de vous laisser découvrir 7 des 8 projets des saisons 2 et 3 de Starting Studio. Et on va démarrer cette séance de pitch par Marc Singer d'Utile Studio. Si vous avez des questions à leur poser, alors n'hésitez pas, vous avez vu qu'il y a un outil de chat qui peut vous permettre de le faire en live. Et puis, bien évidemment, toutes les entreprises vont afficher dans le dernier slide leurs coordonnées. Et donc, vous pourrez, si besoin, les recontacter après pour aller plus loin avec eux, puisqu'ils vont tous vous exprimer un besoin dans leur développement. Marc, c'est à toi d'ouvrir le bal. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Marc Singer, je suis le président d'Utile Studio. On est une société d'édition de programmes pédagogiques utilisant le numérique. On fait partie des EdTech for Good, c'est-à-dire que nos efforts d'innovation visent à avoir un impact positif sur la société. Notre conviction, c'est que le rôle numéro 1 d'un adulte, c'est de prendre soin des enfants. Il y a beaucoup de données qui démontrent l'importance de ce qu'on appelle les soft skills ou life skills, c'est-à-dire les compétences socio-comportementales qui font qu'on est bien dans sa peau, qui donnent aussi envie et confiance pour agir par soi-même et qui nous socialisent. Il nous paraît certain que ce potentiel de confiance en soi et envers les autres sera un facteur crucial pour répondre aux crises qui s'annoncent. C'est donc, à notre avis, un enjeu essentiel, non seulement d'un point de vue individuel pour chaque enfant, mais collectivement pour la société, de transmettre ces compétences psychosociales. Alors, quand on parle de compétences psychosociales, peut-être c'est pas un langage très commun pour tout le monde. On va dire que ce sont les compétences émotionnelles, relationnelles. Quelques-unes là sont évaluées au niveau de l'OCDE en milieu scolaire à travers quelques indicateurs, et vous voyez que on n'est pas bon en termes de confiance en soi, en termes d'anxiété avant d'aller à l'école, en termes de contrôle perçu sur sa réussite, c'est-à-dire c'est de dire c'est moi, ce sont mes qualités, ce sont mes efforts qui peuvent produire de la réussite. Et puis enfin la résolution collaborative de problèmes, évidemment, c'est aussi un enjeu très très important pour demain.
Je citerai en conclusion sur ce point Stanislas Dehaene, qui est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il disait en mars dernier, on a énormément de progrès à faire sur ces domaines socio-comportementaux. Il faut qu'on change notre école. Elle doit faire beaucoup plus attention au bien-être des enfants, au bien-être des enseignants et à la confiance entre les deux. Nous proposons une approche, une initiation précoce pour les enfants de 5 à 10 ans à l'école, mais en fait sur tous les temps éducatifs, à la maison aussi ou dans les cadres périscolaires, basée sur l'approche de la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation, alors là on parle de la méditation laïque, une approche occidentale qui met l'accent sur l'attention. Hein. Donc ce sont des exercices sur l'attention qui vont permettre aux enfants de mieux comprendre leurs émotions avec des incidences démontrées par les études, la réduction du stress, favoriser aussi les capacités de concentration dans les apprentissages et puis développer des compétences relationnelles, émotionnelles. Notre dispositif vise à atteindre une efficacité. On sait aujourd'hui que l'efficacité, elle réside aussi dans la co-éducation entre les différents espaces. Je mentionnais l'école, la maison, mais aussi les tiers-lieux comme les centres sociaux. Donc, il repose sur différents outils. Pour la classe, on a un site de ressources en ligne. Pour la maison, une articulation livre-appli, là aussi pour décloisonner un peu peut-être la vision sur les écrans. L'appli présentant un avantage particulier, c'est qu'elle développe une pédagogie, elle permet de développer une pédagogie adaptative. C'est-à-dire qu'on va vraiment suivre les progrès de l'enfant et adapter les activités à ces progrès. L'atout principal du programme, c'est d'être un programme ludo-éducatif qui plaît aux enfants, qui fait que l'éducateur n'a pas besoin de les pousser, de les tirer ou de les convaincre. Donc, une foule d'activités, d'histoires, de chansons qui permettent d'attirer les enfants, leur intérêt. Notre business model à l'école, un abonnement à 90 € par an, ça fonctionne, c'est un modèle vérifié. À date, on a plus de 400 classes. À la rentrée 2021, 35 grandes villes nous auront rejoints. À la maison, on sortira à la fin de l'hiver la combinaison livre-application. Vous voyez les prix. Nature et Découverte est intéressée. Nous aurons, dans les 15 jours qui viennent, un rendez-vous avec France 4 pour proposer un programme pour la télévision. Le potentiel marché, il est très important, évidemment, à travers les villes, mais aussi, bien sûr, les 4,5 millions de foyers qui ont au moins un enfant de 5 à 10 ans. Notre équipe, son atout fondamental, c'est que l'ensemble des compétences clés sont réunies au sein du collège des fondateurs. Donc, vous voyez ici les visages que j'aurais bien aimé avoir autour de moi pour vous les présenter, mais évidemment, dans la fenêtre de temps, c'est très court. Nos besoins, c'est de lever 150 000 € d'ici la fin de 2021 et de rencontrer nos partenaires naturels. Je pense à M. Philippe Tovel, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation de la Maïf. Je pense qu'on a vraiment vocation à se rencontrer. J'espère que ce sera possible prochainement. Je vous remercie beaucoup. C'est les amis Zen. Vous pouvez me contacter sur le mail qui est présent ou sur le numéro de téléphone. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. C'est jamais évident, en plus, de passer en premier. Et tu as parfaitement respecté l'exercice. Je passe maintenant la parole à la deuxième startup qui va pitcher. Il y en avait 7, je vous le disais en tout. A priori, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir enchaîner. Et j'appelle Carole Fogarassi de la startup Nabook à me rejoindre sur scène en activant sa caméra. Bonjour à tous, Nabook. Keep playing, start reading. En matière d'accès aux livres, tous les enfants ne sont pas égaux, c'est le constat de départ que l'on fait. Et au-delà de ce constat, il y a une conséquence, celle de l'inégalité. Ceux qui ont accès aux livres dès leur plus tendre jeunesse développent des qualités dont ils bénéficieront toute leur vie, à contrario de ceux qui n'ont pas accès à ces contenus. On peut quantifier ce constat, 30% de performance en moins, notamment en français et en mathématiques dès l'âge de 10 ans, c'est-à-dire la classe de CE2, chez ceux qui ont peu ou pas accès aux livres, ont des livres à la maison et 10 fois moins de diplômés par la suite. Notre vision, en une phrase, c'est de libérer le potentiel des générations futures par la culture.
Nous voulons qu'au moment de voler de ses propres ailes, chaque enfant soit équitablement préparé pour la vie, et ce, quelle que soit sa classe sociale, ses capacités ou même le prix du livre. En termes de marché, la demande, c'est à peu près 50 millions d'enfants qui sont concernés uniquement en Europe. Et aujourd'hui, on n'observe pas de solution de lecture globale qui s'est imposée en tant que lecture. En termes d'offres, on observe qu'il y a deux tendances. D'une part, une tendance qui est très proche du livre, qu'on peut appeler livre homothétique, qui va être une extension du livre sur un support numérique. Une extension qui va pouvoir ajouter quelques fonctionnalités, mais globalement qui va rester très proche du livre et qui donc ne va pas exploiter toute la potentialité du numérique. C'est toute la partie gauche du mapping qui va considérer que ce qui prime, c'est la qualité de l'expérience en tant que lecture. De l'autre côté, on observe une tendance au tout numérique où le livre est tellement transformé qu'on en oublie la composante de lecture, soit au profit de l'audio, soit au profit de la vidéo. Ici, on observe que le pari est fait sur l'attractivité du support. Nous, notre point, c'est de dire qu'on est capable de faire un vrai produit de lecture qui est en même temps un vrai produit innovant. Et c'est en ça que Nabook se distingue de la concurrence. Nabook, c'est une nouvelle plateforme, un nouveau concept et une nouvelle expérience, grâce à laquelle vos jeunes vont adorer lire, en partenariat avec les meilleures maisons d'édition. Alors Nabook, ça ressemble à quoi? Nabook, ça ressemble à ce que vous avez sous les yeux, 5 écrans, qui reprennent des facteurs clés de succès des grandes sociétés du numérique aujourd'hui et qui le mettent au service de la lecture. De Netflix, on va reprendre les formats en série, des épisodes courts, et on va ainsi partager, découper chaque œuvre qui nous est confiée par un éditeur de manière à la rendre plus attractive. On va également faire des recommandations à l'issue de chaque œuvre. Au fur et à mesure de la lecture, c'est l'écran du milieu, on va développer le récit sous un format de messagerie, un peu à la façon de Messenger ou de WhatsApp. Chaque personnage a sa couleur, la tête du personnage est indiquée, et de temps en temps, on va faire apparaître des choix multiples de manière à laisser la main du lecteur sur le récit. Et puis ensuite, vous avez un écran progressé, on va pouvoir monitorer l'ensemble de ces progrès, pouvoir envoyer un reporting aux parents et aux enfants, leur permettre, via un système de gamification, de gagner des points au fur et à mesure de leur lecture, de débloquer des épisodes inédits et des avatars qu'ils vont pouvoir ensuite échanger. Également avec des services de lecture en réseau, de création d'équipes et de pouvoir jouer avec ses amis à lire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'une certaine façon, on a inventé à la lecture ce qu'Instagram est à la photo, un nouveau format et c'est notre souhait, qui remette la lecture au cœur des activités quotidiennes des enfants. Le modèle économique, c'est un abonnement suivant plusieurs types, soit mensuel, soit annuel, avec plusieurs typologies, des abonnements premium ou famille, qui permettent de rattacher, dans le cas de l'abonnement famille, plusieurs comptes enfants, même compte parents. Le produit aujourd'hui, il a été largement plébiscité à la fois par les médias et par nos clients. Je lis ici le commentaire de Flavien, papa de Léa, 8 ans. Je suis surpris, plutôt que de jouer à Cooking Mama, ma fille a choisi Lulu et Croy. Alors, non seulement c'est un projet qui a un impact fort sur la lecture, mais c'est un projet qui s'appuie sur des fondamentaux tech qui sont forts. Je vous parlerai de l'équipe plus tard, mais nous avons une forte barrière à l'entrée au travers d'un savoir-faire éditorial qu'on a fait passer par les fourches coding de la tech. On a un outil qui nous permet d'adapter les contenus sur la plateforme, et tout ça, on l'estime à 9 mois minimum de développement. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a 6 maisons d'édition partenaires, on est en négociation avec des grands comptes. L'application aujourd'hui enregistre 30% de croissance par semaine. Le produit final a été lancé au 1er mars. On a plus de 5% de conversion. On a 0% de churn à date. Et on a un peu plus de 900 créations de comptes avec 0 € de marketing depuis 3 mois. Notre équipe, 3 fondateurs, 2 ingénieurs, Lucas et moi-même, Maxime, école de commerce, une équipe complémentaire soutenue par une équipe opérationnelle forte, 6, notamment Céline qui est psychologue et pédopsychiatre, une équipe de mentors et d'investisseurs aussi large qu'une ancienne DG de Deliveroo ou un ancien de la Warner, soutenue et financée par un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, on a un besoin de financement de 400 000 € en equity, 200 000 sont déjà sécurisés auprès de Business Angel et 200 000 sont en cours ou en recherche, pour des effets de levier pour un tour global entre 800 et 1 million. Merci de m'avoir écouté avec Nabook. Vos enfants vont adorer lire.
Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. Alors, je vois que les participants sont encore un petit peu timides. Ils n'osent pas forcément poser de questions dans le chat. Il ne faut vraiment pas hésiter, même si j'avoue que les 2 premières présentations étaient vraiment très claires et complètes. Donc, encore merci à toi et je vous invite à aller voir et à télécharger Nabook. Je salue également Quentin Parisi, qui est dans l'équipe partenariat de la MAIF et qui travaille avec nous sur les projets tech et voilà, qui a bien voulu laisser ses coordonnées aussi pour les participants qui souhaitent revenir vers la MAIF pour des partenariats. Sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à la 3e startup qui est MathLive. Bonjour Jérémy Touzé. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Jérémy Touzé avec Robin Granda, enseignant agrégé de mathématiques. Nous avons créé MathLive, une plateforme web qui permet aux enseignants de mathématiques du secondaire, donc collège-lycée, de réaliser des activités collaboratives et ludiques en classe. Alors, pourquoi avoir créé un tel outil ? Cela part d'un constat simple, c'est que les cours de mathématiques sont trop théoriques, ils ne permettent pas aux élèves d'expérimenter, de manipuler, ce qui provoque du désengagement en classe, voire même des décrochages. Alors, afin de bien comprendre MathLive, je vais rapidement vous présenter un cas d'usage. Donc, je précise que MathLive s'utilise en classe, présentiel ou distanciel, et que donc c'est une plateforme web qui est basée sur la mise en commun, le traitement et l'analyse de résultats fournis par les élèves en temps réel afin de résoudre un problème de façon collaborative. Alors, dans le cadre de cette activité, on va faire découvrir aux élèves les fonctions cosinus et sinus en leur faisant construire collaborativement ces fonctions-là. Alors, comment ça marche ? L'enseignant va débuter l'activité en classe, partager au grand écran une interface d'agrégation des résultats. Les élèves se connectent. Alors, dans le cadre de cette activité, ils doivent choisir des valeurs du cercle trigonométrique. On ne va pas rentrer dans les détails du scolaire, mais vous allez comprendre le principe. Ils choisissent une activité, ils doivent réaliser des calculs. Ils envoient ensuite leurs valeurs et ces valeurs sont agrégées en temps réel au tableau. En quelques minutes, on va agréger des dizaines, des centaines de valeurs, ce qui va permettre de construire un objet mathématique et d'appuyer la pédagogie de l'enseignant. Et voilà, donc là, on vient de construire en quelques instants ces fonctions-là. Donc là, il y a plein d'autres cas d'usage, plein d'autres formes de participation et de manipulation des résultats. Bilan, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça permet aux élèves en classe de manipuler, d'expérimenter. Ça apporte également la conscience pour les élèves de leur impact individuel, mais également que c'est le travail collaboratif de toute la classe qui permet la résolution de l'activité. Et par ailleurs, côté enseignant, c'est quelque chose qu'on garantit systématiquement en classe, c'est l'engagement et l'émulation de la classe pour l'activité. Et également, c'est un usage pertinent du numérique. Alors, MathLive est innovant dans le sens où il vient regrouper des grandes fonctionnalités qu'on retrouve dans d'autres outils. On permet à la fois un traitement de données scientifiques qu'on va retrouver dans des outils comme GeoGebra ou Excel, combiné à une interface fluide, ludique, collaborative comme dans les outils de quiz basiques comme Kahoot, et le tout qui vient épouser le programme scolaire comme dans les outils de e-learning. Alors voilà, je précise que MathLive, c'est un outil de la société Heureux Hasard. Donc la vocation de cette société, c'est la création et le développement d'outils numériques collaboratifs pour l'enseignement et les sciences. En ce sens, on développe d'autres outils, notamment pour les sciences expérimentales. Voilà. Notre modèle économique, c'est à terme, pour la rentrée 2022, la monétisation de ces outils-là sous format freemium, tels que MathLive et d'autres plateformes, mais également de la prestation en termes d'outils scientifiques éducatifs. Quelques points sur la société. Donc, la société est récente, elle a été créée en décembre 2020. Je précise donc que MathLive est opérationnel et éprouvé, avec récemment, par exemple, plus de 150 usages en classe. On a été accompagné, bien entendu, par le SPN. On a des partenariats en cours avec le Canopé, la DRD1, des démarches commerciales, notamment auprès des éditeurs de manuels scolaires. Voilà. Et voilà, donc je conclue avec quels sont nos besoins actuels. On cherche donc à faire croître notre communauté d'enseignants, d'utilisateurs, que ce soit des enseignants, donc maths et sciences, collège-lycée, ou des membres qui gravitent autour de l'enseignement, comme les inspecteurs, des DAN. Donc voilà, si vous avez des contacts, ce sera un plaisir d'échanger avec eux. Et deuxième point, on constate qu'avec notre savoir-faire en termes d'outils collaboratifs et ludiques, de collecte de résultats, de traitement, d'analyse de résultats, on peut aborder d'autres domaines, comme la médiation scientifique, la recherche. Et donc voilà, en ce sens, si vous avez identifié ou vous percevez des potentiels ou des domaines dans lesquels notre savoir-faire est pertinent, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'on se rend compte qu'on peut élargir en fait notre domaine de compétences. Voilà. Voilà pour cette présentation courte. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mes contacts en bas de la page. Yes, parfait. Merci beaucoup, Jérémy, très efficace. Et je sais que voilà, vous êtes, comme tu le disais, à fond dans votre activité. Je crois même savoir qu'actuellement, vous recherchez un alternant communication, marketing, bizdev, c'est ça? Oui, exactement. Moi aussi. On ne sait jamais lancer un appel. Ouais, tout à fait, ça peut être utile. Ouais.
Voilà, il faut que quelqu'un qui a une appétence, voilà, avec ce profil-là, mais plus une appétence pour les sciences et l'éducation. Et là, on a un profil parfait. Sachant que je sais que vous avez la possibilité de prendre en télétravail aussi, hein, ou à distance. Oui, Donc, vous n'êtes pas obligé d'être basé à Marseille pour candidater. Le message est passé. Ouais, merci beaucoup. Sans transition, on va maintenant laisser la parole à Guillaume Bigot pour le projet Hippocampe. Voilà, bonjour Guillaume, ça va? Bonjour à vous. Voilà, parfait, on t'entend bien. Eh bien, écoute, je te laisse la parole pour que tu nous présentes Hippocampe. Voilà, donc Hippocampe, c'est un projet qui est porté par 3 professeurs d'histoire-géographie, avec pour point de départ l'extraordinaire énergie développée par les lycéens quand ils utilisent l'application de type Kahoot, et on s'est demandé justement comment utiliser au mieux, du point de vue pédagogique, cette énergie assez incroyable. Alors, on a identifié plusieurs problèmes. La solitude et l'inégalité qui vient souvent du manque de collaboration, comme ça a été dit tout à l'heure, mais aussi donc le manque de temps mis en avant par les enseignants ou formateurs en général. Et enfin, la question de la personnalisation insuffisante des apprentissages, qui expliquerait en partie les scores assez médiocres du système éducatif français. Alors, notre ambition, c'est donc de développer une application web. Donc, pour cela, on a créé une base de données conforme au programme en histoire, sur un format court de micro-learning et qui permet, avec un algorithme, une automatisation de quiz multijoueurs pour favoriser un apprentissage social et en même temps, en s'inspirant des sciences cognitives, fournir des statistiques individuelles qui permettent d'avoir un feedback proche ou immédiat. Alors, on s'inscrit dans un contexte d'une forte utilisation des plateformes et un grand succès, en particulier en Amérique du Nord, avec les applications comme Quizlet, Quizzes ou Kahoot. Une utilisation qui se développe un peu plus même si ça reste encore timide. Mais on s'inscrit aussi dans un contexte assez intéressant en France, de très forte centralisation du système éducatif, avec un volume d'acteurs assez important. Mais nous, comme nous sommes cantonnés pour l'instant à l'histoire, c'est vrai que 37 000 professeurs d'histoire-géographie, ça nous a paru un vivier encore assez insuffisant. Donc nous avons envisagé des marchés différents, en commençant donc par l'éducation pour une offre pour aider aux révisions, parce qu'on est persuadé qu'il n'y a pas de compétences sans connaissances. Ensuite, nous aimerions nous ouvrir donc davantage sur le patrimoine. On a commencé notre base de données dans ce sens. Et enfin, terminer sur un public de seniors pour l'enjeu de la mémoire. Alors, donc nous, on s'inscrirait entre 2 types de concurrents. Donc, les plateformes de quiz, on s'inspirerait davantage de leurs fonctionnalités et en même temps sur les contenus validés des manuels numériques, même si nous, ce que nous souhaitons, c'est développer un outil beaucoup simple et ludique, avec donc une génération des quiz beaucoup plus rapide et une implémentation de la base qui puisse se faire de manière beaucoup plus simple et atteindre une taille assez conséquente. Donc nous ne promettons pas une révolution dans l'éducation, hein. Nous nous inspirons de fonctionnalités existantes au terme d'ergonomie, de gamification, mais on voulait se distinguer donc par des contenus, des usages plus spécifiques, en particulier par exemple la découverte de patrimoine. Donc notre feuille de route, on va dire sur un modèle en B2B majoritairement, donc on commencerait par une offre éducation, avec une montée en puissance au cours des 2 et 3e années surtout, mais donc à partir de ces 2 et 3e années, donc une ouverture vers les secteurs du patrimoine ou au contraire du public senior. Donc, nos besoins pour le lancement sont pris en charge par l'incubateur de Charente-Maritime, mais nous aurons besoin donc d'apports extérieurs pour le développement et l'attractivité. Donc notre équipe est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, composée donc de 3 enseignants d'histoire-géographie, mais aidée donc par une équipe d'étudiants ingénieurs de l'EXI. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, ainsi que nos partenaires. Vous pourrez accéder à notre prototype sur le site hippocampe.fr et vous avez du projet et nous répondrons avec plaisir à vos questions. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup Guillaume. J'avais envie de te poser une petite question avant de te quitter. C'est vrai qu'on avait connu le projet sous le nom de Flashback et je crois que tu avais envie un petit peu d'évoluer vers un nouveau nom. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots aussi?
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que Flashback a été orienté vraiment sur une offre éducative. Et comme je l'ai dit, on va dire, pour l'instant, à l'état de notre projet, c'est pas encore un volume assez suffisant. Et c'est vrai que Hippocampe fait référence à une région du cerveau qui est donc responsable de la mémorisation et en particulier de la mémorisation spatiale. Et donc, c'est vrai qu'on a aimé ce nom qui permettait de faire référence à la mémoire et par là à l'histoire ou au patrimoine. Voilà, merci. Très bien. Bah, écoute, c'est un très bon choix et je souhaite longue vie à Hippocampe et j'espère que un certain nombre de participants auront envie de te recontacter pour en savoir plus. Maintenant, nous allons passer la parole. Il nous reste 3 projets. On a dépassé la moitié des projets. On va passer la parole maintenant à l'équipe de N'oublie jamais. Nous sommes Pierre Guilhem et Fernanda Borja de N'oublie jamais, une startup EdTech qui est spécialisée dans les sciences cognitives de l'apprentissage. Donc, voici ce qui nous a amené à monter cette startup. C'est que, comme beaucoup d'étudiants, nous avons été confrontés à des difficultés d'apprentissage. Et derrière ces problématiques d'apprentissage, il y a un constat qui est généralisé par la communauté scientifique, c'est que les étudiants, comme les enseignants, ne connaissent pas bien leur principal outil de travail qui est leur cerveau. On l'a particulièrement ressenti quand on s'est attaqué au concours de médecine en 2012 pour faire des études de santé, Fernanda étant ingénieure dans les technologies de l'information pour la santé et moi-même kinésithérapeute. Et donc, quelle est finalement cette problématique qui est sans doute bien connue d'une part de nos auditeurs, c'est que finalement, l'apprentissage est un processus, mais en fait, qui débouche sur une empreinte laissée dans la mémoire, ce qu'on appelle la trace mnésique. Et en fait, si cette trace s'efface, finalement, on perd l'apprentissage. Et elle a tendance naturellement à s'effacer. C'est le phénomène qu'on appelle l'oubli et qu'on connaît mieux depuis Herrmann et Ebbinghaus. Ce phénomène, finalement, suit une décroissance exponentielle. Ce qui se passe, c'est que quand on est étudiant ou à l'école ou en formation professionnelle, on va suivre un cours, une formation. On va tendance à avoir oublié cet apprentissage. On nous annonce un examen, donc on va bachoter, on va valider un certain niveau. Simplement, le niveau réel qui va nous rester derrière, il va être beaucoup plus faible à cause de cet oubli. Et la solution a été déjà théorisée et puis mise en pratique un certain nombre de fois. C'est ce qu'on appelle finalement les stratégies de rappel espacé. C'est de faire, comme ce qu'on fait actuellement avec les vaccinations, c'est de faire des piqûres de rappel et de les faire de plus en plus espacées. Donc, cette stratégie permet de stabiliser l'information dans la mémoire et de finalement consolider et d'assurer la durée de vie des apprentissages. Quand on est étudiant, effectivement, par exemple en études de médecine, on se dit, il faut que je fasse ça pour chacun de mes cours, donc il faut que je revoie, par exemple, chacun de mes cours le lendemain, dans une semaine, dans un mois, etc. Et ça devient un vrai casse-tête pour gérer son temps d'apprentissage personnel. Donc, nous avons pensé à déjà valider ces hypothèses en nous rapprochant de docteurs en sciences cognitives qui ont fait leur thèse sur ce sujet. En France, on a Émilie Gerbier qui a travaillé sur ces agencements et cette courbe de consolidation de l'apprentissage et de déléguer finalement cette gestion de l'emploi du temps et des piqûres de rappel avec un accompagnement méthodologique via une application qui est sortie en 2019. Et donc, cette application, nous l'avons lancée donc, en septembre 2020 commercialement et actuellement, nous comptons déjà 25 000 inscrits, dont 350 premium. Donc, cette application offre un parcours personnalisé du temps de travail personnel, donc du temps de révision des étudiants. De temps en temps, on a des messages des utilisateurs comme celui qu'on a ici en bas, en remerciant pour l'application. Cette application aide à la fois à organiser le planning dans le temps avec les piqûres de rappel. Elle aide aussi chaque jour à prioriser les tâches qu'on a à faire, donc de révision. Elle permet de relever les progrès au fur et à mesure, de savoir si le cours est durable, assimilé ou s'il est fragile. Et aussi, on aide les étudiants à réviser avec méthodologie. On s'est aperçu en parlant avec les établissements finalement qu'il y avait une deuxième problématique à traiter, c'est tout simplement celle de la formation des équipes pédagogiques aux sciences cognitives et à bien comprendre leur instrument
de travail. Alors, ça se traduit sur le terrain par des difficultés rencontrées par les apprenants. Ils sont 70% à avoir des difficultés à la fois sur la motivation, sur la concentration et à être être en difficulté d'avoir un apprentissage profond et durable. Donc, nous avons rapproché les connaissances des neurosciences qui étudient le hardware du cerveau et de la psychologie cognitive qui étudie le software du cerveau pour effectivement décrypter ce mécanisme et le présenter de façon vulgarisée effectivement aux équipes pédagogiques. Donc, et on a construit effectivement cette solution avec Alice Latimier qui a également fait sa thèse sur ce sujet. Donc, cette formation, elle présente les 6 principales thématiques pour un apprentissage réussi et l'optimisation de cet apprentissage. Et non seulement, en fait, cette formation, elle est 100% digitalisée, mais elle est de façon particulière, elle se passe en 6 semaines. Et nous avons mis des exercices pour augmenter l'ancrage, ainsi que des ateliers pour augmenter également le maintien, en fait, des stagiaires dans la formation. Pardon. Donc, en fait, ces 2 solutions que nous avons, elles sont des innovations scalables, étant donné que en fait, l'application, elle existe déjà et elle est déjà téléchargée par 25 000 étudiants. Notre formation, elle est aussi scalable et depuis le mois de mars, en fait, on a des belles ventes. Voilà, on a des financeurs qui sont soit les établissements, soit les OPCO. Et donc, pour la suite, nous cherchons actuellement des financements auprès des financeurs, donc la Nouvelle-Aquitaine et aussi la région. En précis, tout simplement, oui. Et puis, l'année prochaine, on viendra faire une nouvelle levée de fonds, donc en seed. On cherchera donc 500 000 € pour continuer à développer l'application et la formation. Nous vous remercions pour votre attention et voilà, nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter a posteriori. Merci beaucoup, Pierre et Fernanda. C'est vrai que vous avez fait un peu le lien finalement entre la saison 2 et la saison 3 de Startinov, puisque grâce à votre prix et votre sélection à French Tech Tremplin, vous avez pu bénéficier d'un accompagnement complémentaire par tout l'écosystème de Nouvelle-Aquitaine, le SPN, mais aussi la French Tech Bordeaux. Donc, c'est un vrai plaisir de continuer à vous accompagner encore jusqu'à la fin de l'année 2021. C'est un plaisir partagé. Merci, Flavien. Et donc, on se reverra très vite. Sans transition maintenant, nous allons donner la parole à Arnaud Barès pour le projet Cyber Wargames. Alors Arnaud, je sais que du côté de Niortech, tu as tout un fan club qui te suit. Je salue Sylvie Touzeau d'être présente avec nous, qui anime et accompagne les entreprises du numérique depuis de nombreuses années sur le territoire niortais. Et voilà, tout l'écosystème niortais est derrière toi, Arnaud. Super. La parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Arnaud Barès, je suis un des cofondateurs de la société Game Partners. Vous voyez le petit logo en bas à gauche. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui Cyber Wargame, qui est un de nos... et voilà, qu'on prétend être le serious game de sensibilisation à la cybersécurité. Alors, pourquoi Cyber Wargame? Eh bien, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous doivent être déjà un petit peu au courant quand même qu'il y a des risques qui sont liés à la cybersécurité et que ces risques ne font que croître. Avec la période Covid, vous avez vu que les risques avaient encore une fois augmenté d'un cran. Et là, aujourd'hui, cette statistique, 80% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque, au moins une, si ce n'est pas plusieurs. Et donc, cette tendance va plutôt en s'accroissant, le risque augmente, la digitalisation de l'économie a évidemment beaucoup d'avantages, mais ça fait aussi augmenter le risque, puisqu'il y a de plus en plus de richesses dans l'entreprise qui sont exposées au risque. Donc, ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat qui est fait, c'est que les incidents de cybersécurité, c'est-à-dire les failles, les brèches de sécurité, sont très souvent d'origine humaine. Donc, vous voyez ici une petite statistique qui montre qu'à 53%, on pense qu'une erreur humaine involontaire, par imprudence ou par négligence, peut être à l'origine donc d'un incident de cybersécurité.
Donc, ce double constat, un risque de cybersécurité qui augmente, un rôle malheureusement important des collaborateurs qui apparaissent un peu comme les maillons faibles en fait du dispositif de cybersécurité, eh bien, évidemment, toutes les organisations ont besoin impérieux de former, sensibiliser leurs collaborateurs à ces risques et aux bonnes pratiques. Et donc, nous, Game Partners, nous sommes éditeurs en fait de jeux pédagogiques. Et donc, nous avons eu l'idée de concevoir un jeu, un serious game de sensibilisation à la cybersécurité, qui est donc Cyber Wargame. Et en octobre 2020, nous avons mis sur le marché un jeu de cartes. Voilà. Et donc, vous avez là un petit aperçu de ce jeu, qui est donc un jeu qui met en scène en fait une organisation avec ses richesses qui vont être exposées par des failles de sécurité. Et vous aurez à gauche une équipe en bleu qui va être l'équipe de cyberdéfense qui va essayer de protéger ces richesses, alors qu'en face, il va y avoir une équipe de cyberattaque qui, elle, va au contraire essayer d'attaquer ces richesses et de provoquer des dégâts en fait à l'organisation. Donc c'est à la fois un jeu collaboratif, puisque les équipes collaborent entre elles, et un jeu compétitif, puisqu'il faut que l'une des deux équipes gagne à la fin du jeu. Donc on a ici un jeu qui a déjà démontré toute sa force et sa pertinence sur le fond et sur la forme. Malheureusement, octobre 2020, je pense que ça vous dit à peu près où est-ce qu'on était. On était en plein milieu de la deuxième vague Covid. Et voilà, déployer un jeu de cartes dans les entreprises en particulier à cette période-là et jusqu'à très, très récemment, c'était malheureusement impossible. Donc, on s'est retrouvé face à un mur d'impossibilité finalement de déployer notre jeu. D'où l'idée, évidemment, de pivoter rapidement, parce que là, pour l'instant, on n'est pas tellement dans le numérique. Et bien justement, en janvier 2021, on a décidé de lancer la version numérique. Et donc, à partir de 2021, donc on est parti avec l'équipe initiale, qui est Olyseum, qui est notre partenaire stratégique sur le projet. On avait des designers freelance, et c'est avec eux qu'on a fait le jeu de cartes. Et donc, à partir de janvier, on a associé aussi un studio basé à Niort, ici, un jeune studio de développement de jeux vidéo. Et puis, nous avons intégré donc Startino Studio, qui nous a accompagnés, coachés, et grâce à qui nous avons aussi intégré deux expertises supplémentaires sur l'UX et l'UI avec le studio Nix qui est à Angoulême, avec Art Numéral qui nous accompagne aussi sur notre business model, qui est basé à Poitiers. Et nous avons aussi obtenu une subvention de la BPI pour nous aider à développer donc la première version de Cyber Wargame numérique. Et en mai 2021, eh bien voilà, ça y est, ça sort du four. Nous avons notre proof of concept qui sort donc avec une application qui reproduit l'expérience du jeu de cartes, mais sur l'écran. Et donc, évidemment, en distanciel. C'est-à-dire que les 4 joueurs peuvent être n'importe où, on va dire, dans le monde, et jouer ensemble une partie de Cyber Wargame. Et les premiers tests qu'on a fait ont montré que vraiment l'expérience était là, qu'on est toujours dans le collaboratif, on est toujours dans le pertinent sur le fond, sur la forme. Voilà. Ceci dit, il nous reste encore du travail à faire. Et donc, nous avons devant nous besoin d'expérimenter plusieurs terrains. D'abord, les petites et les grandes entreprises, qui sont celles à qui on propose évidemment notre solution, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur avec qui on cherche à proposer aussi une solution de sensibilisation de leurs élèves, alors plutôt dans l'enseignement supérieur, je le précise. D'ailleurs, demain, j'interviens à Excelia dans un master pour faire une petite formation sur la cybersécurité avec l'aide aussi de Marc Parentoen qui est à l'université de Poitiers. Nous avons besoin de perfectionner l'UX et l'UI. D'abord, évidemment, des joueurs, c'est-à-dire que la partie du jeu, tout ça, doit être encore affinée pour être vraiment totalement pertinente, mais aussi pour tous les organisateurs des campagnes de sensibilisation, puisque l'objectif, c'est bien qu'une entreprise puisse décider à un moment donné de dire, voilà, je vais sensibiliser la totalité de mes collaborateurs, donc il faut qu'ils passent tous par cette formation-là. Et donc là, il faut que
sur le plan organisationnel, déploiement, tout ça soit fluide et bien structuré. Donc, notre objectif, c'est évidemment d'industrialiser notre offre, à la fois présentielle et distancielle, c'est-à-dire on croit vraiment à l'hybridation de la solution présentielle, jeu de cartes, et la solution distancielle numérique, pour faire vraiment une solution qui s'adapte à toutes les configurations de nos clients. Bien sûr, nous aurons besoin de trouver des financements et de continuer à consolider notre équipe pour y parvenir dans les prochains mois. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à candidater à EdLab. Voilà, et donc le dénouement sera bientôt proche. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention et avec grand plaisir si vous souhaitez me contacter pour parler de ce projet. Merci beaucoup Arnaud, défi relevé, et on te donne effectivement rendez-vous très bientôt, et notamment dans le cadre de la sélection du EdLab qui aura lieu le 9 juillet prochain. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Et maintenant, il va être l'heure de terminer du coup cette séance de pitch avec le 7e et dernier projet qui va se présenter ce matin. Il s'agit de SwitchAbout, représenté aujourd'hui par Audrey Jedin. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Audrey, je suis cofondatrice de SwitchAbout et je viens vous parler d'un sujet qu'on a tous rencontré. Je suis persuadée qu'on connaît tous une personne qui n'aime pas son job et voudrait en changer. Alors, pourquoi les gens veulent changer? Parmi toutes les raisons, il y a ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, ou tous ceux qui sont usés par toutes ces réunions sans fin et ces process des entreprises, ou encore ceux qui travaillent pour une entreprise qui ne correspond absolument pas à leurs valeurs. Alors, selon un sondage AEF, 64% des salariés disent vouloir changer de métier, mais seulement 28% se lancent. Alors, pourquoi? Alors, parmi toutes les raisons, on peut constater le manque de confiance, ou alors les personnes pensent ne pas avoir les compétences pour y arriver, ou elles ne savent absolument pas vers quel job se tourner. Alors, en général, quand on cherche des réponses, on se tourne vers Internet, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de taper reconversion professionnelle dans Google, c'est un peu la jungle. Entre les blogs sur la reconversion, les bilans de compétences, les annuaires de formation, les sites de coaching, etc., ça donne un peu le tournis et on est vite perdu. Donc, en fait, on a constaté que ce qui manquait cruellement aujourd'hui à toutes ces personnes, c'est de pouvoir rassembler tous ces contenus en un seul et même endroit. Alors, c'est pourquoi nous avons créé SwitchAbout afin de les accompagner en apportant de la contextualisation à travers un parcours de formation personnalisé que l'on appelle le SwitchPass. Alors, en fait, comment ça se passe? On demande aux utilisateurs quels sont leurs loisirs, parce que nous, on pense qu'on apprend beaucoup à travers ces loisirs. Ensuite, on leur demande leurs expériences professionnelles. Notre algorithme machine learning leur fait des propositions de métiers basées sur justement ces données qu'elles ont rentrées. Et ensuite, l'utilisateur choisit un job et de là, on leur fait le delta de compétences, donc entre les compétences déjà acquises et celles qui restent à acquérir, et on leur propose un plan de formation personnalisé pour acquérir ces compétences manquantes. Alors, en 10 minutes, on leur permet de faire un bilan de compétences, de choisir un job et une liste de formations à suivre pour atteindre leurs objectifs. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a environ 5000 utilisateurs et un catalogue de formations qui est encore en cours de développement. Et notre business model est basé sur la vente de leads aux organismes de formation. Alors, dès demain, bientôt, là, dans les mois à venir, on aimerait beaucoup continuer à développer encore plus la personnalisation des parcours de formation pour nos utilisateurs avec la création de ce que nous on appelle la Switch Community, donc un lieu pour découvrir des métiers, apprendre en peer learning, trouver un mentor, mais aussi se forger un réseau, ce qui aide généralement beaucoup. Donc, tous ces outils permettront à nos utilisateurs de trouver le format d'apprentissage qui leur convient en fonction de leurs objectifs, mais aussi du temps et des moyens qu'ils peuvent y consacrer. Alors, nos utilisateurs pourront accéder au contenu de la Switch Community en souscrivant un abonnement mensuel et ainsi personnaliser leur Switch Pass en fonction de leurs besoins et de leurs envies. De notre côté, cela nous permettra également de compléter notre business model actuel avec cette formule freemium pour nos utilisateurs. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous recherchons des partenaires commerciaux, organismes de formation, écoles, coachs, même des futurs mentors, mais aussi financiers, afin de continuer à développer nos services et de pouvoir faire
croître notre équipe, qui est composée aujourd'hui des 2 cofondateurs et d'un business developer que nous venons de recruter en alternance, qui est là pour nous aider sur la partie commerciale. Donc, si jamais d'autres projets vous intéressent et vous avez envie de travailler avec nous, n'hésitez pas, voilà nos contacts. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Audrey. Il va être temps maintenant de conclure ce démo day de Startinov Studio. Merci à tous de l'avoir suivi. Je tenais également à remercier Jean-Michel Perron, le directeur du programme Infine, le Forum international numérique pour l'éducation, qui a bien souhaité que l'on fasse cet événement sur la plateforme. Et c'est vrai que même si l'événement de clôture d'Infine était passé, c'était aussi un moyen de réaffirmer le positionnement digital de l'événement sur plusieurs semaines. Et puis, c'est vrai que l'avènement du marché des EdTech, le lien entre les entreprises qui proposent des innovations numériques pour l'éducation scolaire, la formation professionnelle, l'orientation, l'enseignement supérieur et la recherche, ça fait partie vraiment de l'ADN de ce forum que nous avons créé avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème néo-aquitain. Et donc, il y avait une certaine logique de réaliser cet événement sur la plateforme. Voilà, je tiens également à remercier Lida Bukur, Zeneb Kamoun qui a géré toute la partie technique de l'événement. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à assister à ces pitchs et que vous aurez envie de recontacter les différents intervenants. Bonne journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.